très peu de gens, de scientifiques qui travaillent sur les couleurs, parce que la plupart ils disent « Oh là là, c'est trop compliqué, ces prises de tête, on préfère. » C'est pour ça qu'il n'y avait personne de disponible à part moi, donc je m'excuse, même n'étant plus chercheur actif en neurosciences, d'être là, parce que je pense avoir compris 2-3 choses sur la construction, la perception des couleurs. Et donc, peut-être très rapidement, quand même, pour dire pourquoi j'ai arrêté les neurosciences et je fais de l'écologie politique, c'est par rapport quand même à rappeler l'urgence écologique absolue dans laquelle on est, qui fait poser beaucoup de questions à, pas encore l'ensemble, mais une grande partie de la communauté scientifique qui se demande si on devrait continuer à nos recherches sur tout et n'importe quoi, qu'il n'y aurait pas des choses qui seraient un peu plus prioritaires. Donc ça a été mon choix en tout cas personnel. Et juste pour vous dire, donc j'appartiens à un collectif qui s'appelle l'Atelier d'écologie politique à Toulouse, qui est un collectif de plus de 160 scientifiques toulousains qui s'intéressent, qui travaillent justement de façon multidisciplinaire aux crises écologiques et environnementales. Et si je vous parle de ça, c'est parce que par rapport au lieu, au endroit, sur cette question des médiations des savoirs, notre priorité, c'est le partage des savoirs et les rendre opérants. Donc on essaye vraiment de faire un travail, pas de vulgarisation, mais de partage des savoirs. Et je vais vous donner juste 2 illustrations, parce qu'il y a une actualité éditoriale, 2 livres qu'on publie cette semaine et la semaine prochaine, en fait, hein, qui sont déjà là. Il y en a un, c'est sur la 5G, ça s'appelle « Débrancher la 5G », point d'interrogation, qui est une enquête sur une technologie imposée pour vraiment comprendre tous les enjeux. Alors, c'est un petit rapport avec ce dont on va parler, parce que là, on va parler aussi de spectre électromagnétique. Hein, donc, voilà, les téléphones et les couleurs, il y a un lien, avec vraiment l'objectif d'essayer de rendre accessibles des choses qui peuvent paraître un peu compliquées, notamment sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ou pas, tout ça. Et un autre encore plus important, c'est un dictionnaire du greenwashing. Le sous-titre, c'est Manuel pour dépolluer le débat public. Il sort ce vendredi. Je vous le conseille vraiment. C'est un ouvrage collectif avec plein de petits chapitres qui est vraiment essentiel pour comprendre tout le détournement des questions scientifiques dans le débat public sur ces enjeux-là. Donc je m'excuse pour cette petite parenthèse. Hein, voilà, je tenais effectivement à savoir voilà, que vous sachiez à qui vous aviez affaire. Et donc tu vas nous parler, puisqu'on a le premier slide qui apparaît, sur la notion même de perception des couleurs. Donc non pas la couleur telle qu'elle est émise par le soleil, etc., la couleur sous forme physique, mais sa perception, ce qu'elle devient quand elle atteint notre cerveau, si j'ai bien compris. Ou le cerveau, d'ailleurs, d'autres animaux. Alors, on va peut-être commencer directement, effectivement, sur qu'est-ce que c'est les couleurs du point de vue de la perception. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Hein, il n'est pas en plein écran? Non, bon. Bon, d'accord. Bon, je te dirai alors de passer. Donc, la première question qu'on se pose, hein, c'est vois-tu ce que je vois, puisque la perception visuelle, elle est construite par notre cerveau. Et donc, un exemple, diapo suivante, s'il te plaît. Ça va aller vite. Hein. Va falloir. Par exemple, si je vous présente ça, on va dire que c'est du rouge. Donc, depuis le début ce matin, on a parlé de couleurs. Dire voilà, qu'est-ce que c'est que le rouge, etc. Là, on parle d'un nom, d'une catégorie sémantique. Comment savoir que mon expérience subjective du rouge, à moi, là, je vais appeler ça rouge, vous aussi, peut-être que vous, ce qui se passe dans votre expérience subjective, ce serait complètement équivalent à ce que moi correspond à ma perception du vert. Mais vous seriez habitué, peut-être que vous, votre expérience est la même que pour moi du vert. Mais on est habitué à dire, voilà, ça c'est du vert, oui, ça c'est du rouge. Est-ce qu'on serait capable de détecter? Donc ça, c'est un problème qui est connu en philosophie, qui s'appelle le problème de l'inversion des qualia. Le qualia, c'est la qualité perceptive de qu'est-ce que ça me fait à moi dans la perception, ce que je perçois. Et ça pose des problèmes assez vertigineux, hein, de se dire que peut-être que mon voisin, pour lui, c'est exactement la même chose que pour moi, ce que fait ce rouge et ce vert, et que je n'en sais rien. C'est quand même assez problématique. Est-ce que c'est complètement subjectif, notre perception? Est-ce qu'elle n'a pas moyen de savoir qu'on a la même perception? Alors, je vais pouvoir répondre à cette question, je vous rassure. Mais pour diapositive suivante, c'est juste pour dire, voilà, les perceptions visuelles, c'est construit par le cerveau. Alors, j'ai fait un résumé très, très rapide par rapport à la vision. La vision, c'est une prise d'information qui vient de l'œil, qui a des capteurs. L'œil, il est, il est ici. Ensuite, l'information, elle est véhiculée par des axones, des neurones,
avec des relais, ça va tout ça à l'arrière du cerveau, et puis c'est distribué, ça va de neurone en neurone, dans toutes les parties, sur toute la partie de l'arrière du cerveau, ce qui fait à peu près une grande partie, peut-être on dit un tiers du cerveau est consacré au traitement de l'information visuelle. On est des êtres très visuels, donc c'est absolument énorme. C'est énorme, sachant que là, c'est, voilà, vous voyez la matière grise, hein, mais tout ça, c'est plein de neurones. On estime qu'il y a à peu près 10 milliards de neurones dans le cerveau. D'accord ? Chaque neurone est connecté à peu près, je crois, c'est 5000 à 200 000 autres neurones. Donc si on voit, tout ça, ça voit de l'information qui peut être modulée dans le temps, extrêmement subtile. Donc si on regarde le nombre de connexions, c'est-à-dire transformations dans le cerveau, c'est très clairement, on dit qu'il y a plus de connexions dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans tout l'univers. C'est une complexité absolument phénoménale. Et ça, c'est ce qui fait qu'on construit notre perception, c'est-à-dire notre expérience subjective. Comment savoir que ça marche bien ? Comment savoir que ça a un rapport avec... Voilà, ce qui est arrivé ici, c'est très peu d'informations, c'est très peu de choses par rapport à la complexité derrière. Comment savoir que ça ne construit pas des choses de façon totalement déconnectée de la réalité. Diapositive suivant. Voilà. Alors, je ne sais pas si il y a quelques années, ça a fait le buzz sur Internet, de se dire, mais, ces questionnements qui reviennent régulièrement, de dire, mais oui, est-ce qu'on perçoit tous la même chose ? C'est la fameuse robe qui était parue sur les réseaux sociaux et dit, mais oui, mais comment on la voit ? Alors, moi, je vais vous demander de quelle couleur est cette robe. Il y a 2 couleurs, hein, apparemment, mais de quelle couleur est cette robe ? Violet. Alors j'ai entendu violet, doré, blanc. Il y a un peu du bleu, doré, blanc. Noir. En fait, il y a 2 perceptions, diapositive suivant, il y a 2 perceptions radicalement différentes. Donc, est-ce que les personnes la voient à gauche comme ils la voient à droite ? Voilà, donc nous avons quelques personnes, très minoritaires, qui ont vu cette robe dès le début à peu près de cette façon-là, c'est-à-dire bleu et noir et pas du tout blanche et dorée. Moi, je n'ai jamais réussi à la voir autrement que blanche et dorée, mais ça a fait débat parce que, gros débat, de dire, bah oui, cette robe, elle est blanche et dorée. Non, elle est bleue et noire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça a fait un gros buzz, etc. Cette robe, dans la réalité, parce que ça, c'est pas la réalité, hein, c'est des images, hein, d'accord, qui sont projetées sur un écran, donc c'est pas la réalité. Dans la réalité, si vous la voyez sous un éclairage normal, elle ressemblerait à ça. Elle est en fait bleue et noire, objectivement. D'accord ? Comment ça se fait qu'on puisse la voir blanche et dorée, au moins pour ceux qui peuvent la voir de cette façon-là. Donc en fait, ça s'explique. Alors, diapositive suivant. Déjà, on peut regarder à quoi ça ressemble au niveau des pixels. Donc là, quels sont les pixels ? C'est une première approche. On s'aperçoit que ça, c'est quand on regarde, on a vision globale, vision locale, qu'il y a des teintes de bleu, effectivement, et des teintes de marron-gris. Juste diapositive suivant. Ici, je vous ai mis un petit trait bleu, juste pour vous voir que là, le bleu ici, le trait, il a la même couleur tout le temps, mais son apparence change au cours, et qu'effectivement, ça, c'est pas blanc en pixels. Donc ça, c'est une approche de la réalité. Regardez au niveau du pixel. C'est pareil, là, on est en train d'étudier une image, on n'est pas en train d'étudier la réalité. Pour aller plus loin, diapositive suivante. Voilà l'interprétation qui est faite au niveau perceptif, c'est qu'en fait, cette image est particulière parce que c'est une robe qui a été prise sous un éclairage très particulier, avec un angle très particulier, et qui est une robe noire qui est vue sous une lumière jaune. D'accord ? Simplement, les pixels qui sont sur cette image, tels qu'ils sont vus, est également compatible avec une interprétation d'une robe blanche et jaune avec un éclairage bleu. Donc là, ça nous dit déjà 2 choses. Notre cerveau, il n'est pas en train de regarder des pixels. Il s'en fout des pixels. Il est en train de faire l'interprétation d'un objet sous un éclairage. C'est-à-dire qu'il est non seulement en train d'interpréter la couleur, à quoi ressemble la robe, mais aussi d'intégrer sous quel éclairage il est vu. Et ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Alors, je vais expliquer avec des exemples plus simples. Diapo suivant. Voilà, vous avez un exemple très marquant d'un Rubik's Cube qui est vu sous un éclairage jaune et sous un éclairage bleu. Si vous le regardez, vous voyez bien que ça change un peu d'apparence, mais globalement, c'est le même Rubik's Cube. Là, c'est bleu, jaune, rouge, bleu, blanc, vert, etc. Si on regarde les pixels, diapositive suivante, donc là, j'ai mis une petite barre grise, et puis je vais aller déplacer sur le vas-y, diapositive suivant. Vous voyez cette barre grise, en fait,
Le bleu ici, c'est du gris. Le jaune ici, c'est du gris. En pixels, c'est extrêmement fort. Les pixels de ce jaune, c'est les mêmes que ceux de ce bleu. Mais c'est pas ce que fait notre perception visuelle. Diapositive suivante. Un autre exemple pour vous dire un peu de essayer de comprendre un peu ce que fait la perception visuelle, qu'elle n'est pas en train de voir des pixels, mais en train d'interpréter des surfaces. Si vous regardez un peu attentivement ces images, que vous regardez au centre ici, où vous regardez ça, ici et là, pour moi ici c'est blanc, par contre là je vois que c'est un peu orangé. Ici, là c'est très clair, ça dépend de l'angle de vue, c'est un peu verdâtre, on a une surface verdâtre. D'accord? Donc on va dire, voilà, là il y a une surface orangée, là il y a une surface blanche. Diapo suivante, je vais faire la même petite chose. Là j'ai zoomé cette partie-là, je l'ai détachée, et là je ne suis pas sûr que vous voyez encore de l'orangé. Ça disparaît. Et diapositive suivante, si je masque les choses, donc ça c'est la même image, vous voyez qu'en fait c'est tout blanc. Ici, il n'y a aucun pixel orangé. C'est entièrement blanc. Simplement, avec ces petites astuces de gradient de deux couleurs qui sont mis dans un sens ou dans l'autre, les oranges, voilà, notre perception visuelle est construite et dit, s'il y a du orange ici, c'est sans doute qu'il y a une surface orangée parce qu'il y a du violet là. L'inverse, il ne fait pas une surface violette. Totale particularité de comment sont construites la perception des surfaces par notre circuiterie à l'intérieur du cerveau. Donc on va dire, oui, les sens nous trompent, hein, parce que là, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de orange, il n'y a que du blanc, et pourtant on a vu du orange à cause des neurones qui, bêtement, ont interprété ces deux trucs de couleur pour dire qu'il y avait du orange. Alors peut-être qu'il fait beaucoup d'autres erreurs comme ça. Diapositive suivant. Alors là encore une illusion assez forte. Oui, vous voyez des spirales bleues et vertes avec des petits traits, etc. Bon, diapositive suivante. Là, j'ai zoomé, j'ai pris un petit bout et puis j'ai zoomé dedans. Quand vous regardez, vous voyez, donc là, déjà, on voit beaucoup moins la différence. C'est un peu verdâtre, un peu bleu. Là, on le voit quasiment plus, c'est plus que du vert. Effectivement, ce vert et ce bleu, c'est un même type verdâtre. Par contre, il y a une astuce, c'est que les traits orange, paf, ils changent de couleur ici. Et là, les traits violets, ils changent de couleur. Quand on voit cet ensemble, notre système visuel, lui, il essaie de faire des continuités. Donc, il n'intègre absolument pas que ces traits, ils changent de couleur. Il a l'interprétation que ce sont des mêmes traits qui sont tous la même couleur. Et pour ça, il va faire une interprétation qui va le pousser à voir comme s'il y avait une surface homogène bleue, une surface homogène verte, superposée à des traits orange et violet. Donc, une interprétation complexe de superposition de surfaces qui nous donne l'aspect de la couleur. Donc là, rien à voir avec les pixels, rien à voir avec... c'est très, très, très loin des ondes électromagnétiques qui sont projetées sur cet écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Diapositive suivant. Donc voilà, qu'est-ce que la couleur? Pour essayer de dire un peu, vraiment la couleur de point de vue de la subjectivité de la perception. C'est une propriété de la surface des objets ou des matières. Et ça dépend de l'interprétation et de la reconnaissance des objets. Pour aller un petit peu plus loin, diapositive suivant, voilà, pour vous donner un peu une idée c'est général de la perception, voir, c'est systématiquement faire des interprétations, des inférences, qui suivent des règles précises, comme je vous ai dit avec les petits gradients, qui sont codés dans les circuits neuronaux. Je vous donne un exemple ici. Vous voyez, ça c'est une illusion visuelle classique. Pourquoi une illusion visuelle? Diapositive suivante, parce que voilà, ici, vous voyez que ce bonhomme est beaucoup plus gros. Vas-y, la suivante. Si je prends cette image et je la déplace encore en bas, vous voyez qu'en fait, cette image-là, elle a exactement la même taille. En nombre de pixels, voilà, en 2 dimensions, ces deux sont complètement similaires. Par contre, diapositive suivante, voilà, tu reviens. En fait, évidemment, on ne le perçoit pas comme la même taille parce que notre système visuel, il prend les interprétations de perspective, il fait l'hypothèse que là, vous avez un couloir à hauteur constante, donc si lui il touche le plafond et pas lui, forcément, il est beaucoup plus grand. Si vous étiez dans ce couloir, d'accord, je pense que votre interprétation en disant « Oh, je n'ai pas peur de ce bonhomme parce qu'il a le même nombre de pixels qui se projettent sur ma rétine que celui-là », ce ne serait pas très adaptatif. On est d'accord. Donc, l'interprétation d'une image 2D en 3D, elle est tout à fait pertinente. Et effectivement, notre monde, il est en 3 dimensions. Donc, il est projeté en 2 dimensions sur notre rétine, mais heureusement, on interprète tout comme étant des projections de 3 dimensions en dimension. Donc, ces règles, elles sont adaptatives et elles sont excellentes. Heureusement qu'on les a. Donc, l'illusion, elle n'est absolument pas dans la perception. L'illusion, elle est dans le dessin. Ça renverse la perspective. Alors, pour faire le lien avec ce que vous avez vu ce matin, la lumière à la couleur. Rappel, voilà, la lumière, c'est une partie du spectre électromagnétique. Donc là, je fais un petit dessin très, très simplifié. Hein. Le spectre électromagnétique, ici, vous avez
les ondes radio et les micro-ondes. Donc vous avez les téléphones portables qui sont ici. Ça, c'est des ondes électromagnétiques. Et puis plus loin, vous avez les rayons gamma, là, qui sont des rayons à forte intensité qui détruisent les relations cellulaires, les rayons X, etc. Et puis la lumière visible, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de physique qu'on appelle rayonnement électromagnétique, qui est intuitivement assez difficile à comprendre ce que c'est. C'est très simple en mathématiques, hein, parce que voilà, vous êtes défini par une longueur d'onde, une intensité. Voilà, pour le physicien, c'est très simple à comprendre. Et il se trouve que ce qu'on appelle lumière visible, c'est juste que de la même façon que votre téléphone portable il est capable de capter des informations dans une certaine bande de fréquence, de la même façon, la rétine, elle va être sensible au rayonnement dans une bande de fréquence. Et c'est ça qu'on va interpréter comme étant visuel, voilà, et à partir de là qu'on va avoir de la couleur. Mais diapositive suivant. Donc voilà, voilà l'œil, les cônes, les bâtonnets. Voilà, l'information, elle vient ici. Et ces cônes et ces bâtonnets, en gros, ils sont excités par une certaine bande de fréquence. Donc c'est un filtre. Vous filtrez l'information et il y a un phénomène de transduction, c'est-à-dire l'information qui est sous une nature physique particulière, qui est un rayonnement électromagnétique, est transformée ici en potentiel d'action sur des neurones. Ça, c'est vraiment le début. Mais là-dedans, il faut prévenir, il n'y a pas de couleur. Parler de couleurs, comme on a parlé ce matin, comme les physiciens en parlent, pour moi, c'est un abus de langage, une confusion totale. Enfin, bien sûr qu'on a le droit de parler de couleurs, enfin voilà, ce n'est pas réservé aux physiologistes de parler de couleurs, mais pour moi, c'est une confusion totale de parler de couleurs d'un spectre lumineux. La physique d'un spectre lumineux, c'est juste une longueur d'onde à une intensité. La couleur, elle va être le résultat de ce qui va se passer après. Donc, diapositive suivant. Pour vous vraiment enfoncer le clou, qu'est-ce qu'une feuille blanche? Vous présentez une feuille blanche suivant, voilà, ça a été dit ce matin, suivant différents éclairages, le spectre électroluminélectrique. Donc là, on zoome la longueur d'onde dans ce qui est considéré comme lumière visible, c'est-à-dire uniquement les longueurs d'onde qui sont capables d'exciter nos neurones dans cette zone-là. Quand on regarde en physique quelle est l'intensité pour chaque longueur d'onde, vous voyez que suivant, vous avez une lampe à tungstène, c'est un peu vieux comme article, hein, une lampe à fluorescence ou sous un jour pluvieux. Le spectre électromagnétique, donc la quantité physique, elle n'a absolument rien à voir. Et ça, c'est ce qui est reflété par la feuille blanche. Autre exemple, une feuille verte. Voilà. Ça, c'est un étudiant qui avait en thèse qui juste a pris une photo d'une feuille d'arbre à l'extérieur. Et ça, c'est mesuré par un appareil physique, le spectre électromagnétique dans la longueur d'onde. Et puis, il a cette photo numérique, il l'a présentée sur son ordinateur. Donc l'ordinateur, il le rediscrétise en RGB, etc. Puis il a regardé sur l'ordinateur à quoi ça ressemblait. De façon perceptive, c'est exactement la même chose. Que vous le voyez dehors ou que vous le voyez sur l'écran d'ordinateur, c'est ça, comme ici. Le spectre est très différent. Donc ça, c'est la notion de métamère, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des spectres électromagnétiques très différents, mais qui, pour notre système visuel, sont complètement équivalents. Et ça a été vraiment la base pour comprendre comment ce processus de strangulation, comment est analysé ce spectre électromagnétique. C'est comme ça qu'on a compris comment fonctionnait le système visuel en regardant les métamères, qu'est-ce qu'on est capable de différencier. Donc pour résumer, puis après je vais te passer la parole là, assez rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est que la couleur, peut-être en tout cas d'un point de vue psychobiologique, ça correspond à la propriété d'absorption et de réflexion sélective de certaines longueurs d'onde, propriété qui est constante pour un objet donné. Par exemple, une feuille blanche, systématiquement, elle va refléter l'ensemble dans la lumière visible, l'ensemble du spectre électromagnétique. Vous prenez une feuille verte, elle va juste absorber dans certaines longueurs d'onde, et dans une autre longueur d'onde, elle va refléter. Et si vous changez l'illuminant, voilà, ça c'est l'illuminant qui a un spectre électromagnétique très large, cette propriété d'absorption, elle est constante. Donc ça va jamais être la même chose qui va être reflétée, d'accord? Mais si vous êtes capable, on revient au niveau de connaître le spectre incident, et que vous voyez qu'est-ce qui est reflété, et que ça c'est constant, vous pouvez en déduire, en gros, qu'est-ce qui est absorbé. Ça paraît hyper compliqué, hein, parce que vous voyez les spectres, vous avez vu les différences, etc. Mais dans notre pratique, on déplace tout le temps un objet sous différents illuminants, et on voit bien que l'objet ne change pas. Voilà, à moins que ce soit un objet qui va changer au cours de sa couleur au cours du temps, mais en général, ça ne change pas. Donc notre cerveau, c'est quoi? C'est une machine à repérer les invariants. C'est ça qui nous permet de repérer. Alors pour expliquer ça, je donne un petit exemple très simple.
Voilà, c'est des... voilà, donc ça je vous ai rappelé. Voilà, apprentissage, perception visuelle, identifier la réalité physique, les invariants. L'apprentissage, c'est la multiplication des points de vue, et ça c'est par l'action, par la perception, les deux, le couplage en même temps. Donc le local, le global, 2D, 3D, c'est-à-dire quand on change, quand on se déplace, la perception 3D sur notre 2D change, et on sait que c'est constant, ça nous permet de comprendre les règles de perspective. Et donc je vous dis les variations de luminants. Les connexions neuronales, juste un principe de neuro, c'est des machines à identifier les invariants. Diapo suivante. Juste, voilà, la base, c'est Pavlov. Hein. Donc là, il y a un petit dessin qui dit, vous connaissez le chien de Pavlov, hein, que quand on donne une sonnerie, il se met à saliver parce qu'il s'attend à chaque fois qu'il y a la sonnerie. Pavlov lui a dit, voilà, à chaque fois qu'il lui donne le nourriture, il y a la sonnerie. Et après, il n'a pas besoin de lui donner de la nourriture. Le chien, dès qu'il y a la sonnerie, il a associé ça à la nourriture, donc il se met à saliver. Le petit dessin dit que Pavlov et son chien n'étaient jamais très populaires aux soirées, parce qu'ils se mettent tous les deux à saliver dès qu'il y a la cloche pour annoncer le dîner. Et en gros, donc ça, le principe très général qui a été énoncé par Donald Elb dès 1949, c'est que chaque fois que deux neurones connectés sont actifs en même temps, leurs connexions synaptiques sont renforcées. Donc là, vous avez représenté très schématiquement, disons qu'il y a un neurone de la salivation. Ici, il y a le neurone de la détection de la nourriture, c'est vraiment très simple. Là, c'est une synapse. Donc là, vous avez la nourriture qui est détectée, vous avez un potentiel d'action, une synapse, l'information est transmise, salivation. Maintenant, ici, dans ce système, si à chaque fois qu'il y a une sonnerie, au moment où il y a la salivation, parce c'est le design expérimental, la synapse qui normalement, voilà, imaginez qu'il n'y a quasiment pas de synapse, une synapse très faible, très peu effective de la sonnerie à salivation parce qu'il n'y a aucune raison. Si on répète ça, cette synapse va se renforcer et au bout d'un moment, ça suffit à ce que la synapse soit assez forte pour qu'un potentiel d'action ici fasse la salivation. Ça, c'est le principe de la plasticité cérébrale. Ça renvoie un peu aux questions de ce qu'on disait au début d'apprentissage. Principe assez universel de construction dans notre cerveau. Et donc, en fait, diapositive suivant, si on fait, voilà, l'idée, c'est que, ici, vous associez cette longueur d'onde qui apparaît ici, qui est du gris pour le bleu, et ici du gris au niveau du pixel. Mais par rapport à votre interprétation, comme vous vous déplacez avec vos Rubik's Cube sous un éclairage différent, vous apprenez, c'est le même Rubik's Cube, d'accord, que je vois en général comme bleu. Donc, à force de répéter sous des angles différents, c'est un peu le même principe que ça va s'associer, et donc vous allez continuer à le percevoir comme bleu, même sous un illuminant différent. Donc, je fais un schéma très simplifié, mais ça explique comment on est capable de construire la perception visuelle. Et je crois que j'en ai fini ici. Vas-y, peut-être dernière diapo. Non, ouais, c'est ça, tu peux en arrêter là. Je vais te passer la parole. Donc, voilà, c'était pour... tu peux changer le diapositive. Donc, ça, c'était pour faire... voilà, un peu essayer de replacer qu'est-ce que c'est que la perception des couleurs du point de vue du psychologue et du physiologiste. Et effectivement, il y a un rapport avec les longueurs d'onde, mais ce rapport avec les longueurs d'onde, il est tellement loin que c'est vraiment à se dire la couleur, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est la propriété invariante de réflexion des surfaces entre ce rapport par rapport à un illuminant de longueur d'onde, qu'est-ce qui est absorbé, qu'est-ce qui est reflété. Et ça, c'est une propriété constante de la plupart des objets. Donc en fait, tu changes la perspective. Je vais te laisser la parole, bien sûr. Tu changes la perspective en disant, du point de vue du physicien, une longueur d'onde, enfin une couleur, c'est une longueur d'onde précise. Toi, tu dis, c'est une capacité de notre perception de la voir comme invariante par rapport à un objet. Absolument. Bien. C'est bien, ça remet l'être humain au centre du jeu un petit peu. D'accord. Du coup, moi, je voudrais un petit peu décentrer l'humain. Donc merci pour tous ces rappels, parce qu'en physiologie, moi, c'est pas du tout mon domaine. Mais donc voilà, comme on disait, l'œil que nous on connaît, que l'on a chez les mammifères, mais que l'on retrouve aussi par exemple chez l'oiseau, très basiquement, ça ressemble un petit peu à une image qu'on projette comme dans un cinéma. Donc vous avez, comme on le disait tout à l'heure, cette fameuse, alors je sais pas si... voilà, la rétine. Donc l'image arrive sur cette zone qui est tapissée de cellules dont on parlait, donc les cônes et les bâtonnets, qui ont des rôles complémentaires. Donc voilà, ces fameuses cellules qui sont des neurones, donc des cellules qui sont connectées avec notre cerveau et qui vont permettre d'analyser. Donc chez l'être humain, au niveau des cônes,
Donc on a ces 3 types de cônes, vert, rouge, bleu. Hein. Bon, c'est très simplifié parce que comme on le disait, la couleur c'est une question d'absorption, voilà, de comment le cerveau l'analyse. Je fais schématique. Donc ces cônes qui jouent un rôle dans la perception des couleurs et dans la vision diurne, de jour. Et en revanche, les bâtonnets, eux, sont importants pour tout ce qui est vision nocturne et captation des mouvements. Donc ce sont 2 choses complémentaires. Pour la couleur, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, on s'intéresse donc surtout aux cônes. Et chez les espèces vivantes qui nous entourent, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, nous autres êtres humains, mammifères, en fait, il faut savoir qu'on est un petit peu des outsiders parce que tous les autres mammifères ne voient pas du tout comme nous. Donc nous sommes trichromates, on peut voir le bleu, rouge, vert. C'est le cas des singes de l'ancien monde, comme on dit, les singes africains, les singes d'Asie, qui voient également le rouge, mais aussi les écureuils ou les marsupiaux, comme le diable de Tasmanie. Tous ces animaux qui sont mis d'une poche, ils font un peu exception parmi les mammifères, ils voient le rouge. En revanche, nos petits compagnons domestiques, les chats ou les chiens, mais aussi les singes du Nouveau Monde, les singes d'Amérique du Sud et les vaches et les chevaux, on pense qu'ils ne perçoivent pas, on sait qu'ils ne perçoivent pas le rouge. Ils sont dichromates. Alors, c'est toujours intéressant parce que ce sont des animaux qui ne basent pas forcément leur comportement sur le visuel. Nous, êtres humains, on est très visuels, mais il y a plein d'animaux qui se basent, c'est le cas par exemple du chien, sur l'odorat par exemple, ou sur l'audition. Donc c'est intéressant aussi de voir que voilà, on n'est pas tous équipés de la même façon. Là, tout ça, c'est du mammifère. Si on s'éloigne un petit peu, les oiseaux. Alors, les oiseaux, en matière de vision, c'est le top du top. Parce que eux, en plus donc, de ces 3 types de cônes, ils peuvent percevoir l'ultraviolet. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, ils peuvent capter des rayonnements que notre œil ne peut pas capter. Et il y a des études récentes de 2019 qui ont montré que voilà, ça pouvait leur être utile, notamment pour chercher leur nourriture au milieu des feuilles. Vous voyez ici que voilà, les baies ressortent différemment des feuilles, avec voilà, ce rayonnement sur la face des feuilles qui est différente et qui leur permettrait de trouver leur nourriture plus facilement. Mais voilà, tout ça, c'est un seul et même type d'yeux. Si on s'éloigne un petit peu et qu'on s'intéresse aux insectes, les insectes, ils ont des yeux très différents, des yeux à facettes, des yeux composés. Donc là, je vous ai mis un petit schéma d'une coupe d'œil d'abeille. Et en fait, chaque structure qui est ici, j'ai fait une petite animation, c'est ce qu'on appelle des omatidies. Et en fait, chaque facette va capter une image. Donc ça, on a un petit peu du mal à appréhender en tant que mammifère, d'imaginer comment une abeille voit, mais ça marche aussi pour la libellule, la mouche. Voilà, ils ont une vision très différente de la nôtre. Et de manière intéressante, elles ne captent pas non plus le rouge, mais elles captent l'ultraviolet. Et on s'est rendu compte d'une coévolution très intéressante, parce que les abeilles sont des pollinisateurs. Et en fait, si vous regardez bien, ceci est une fleur donc à lumière naturelle, et ici avec un filtre UV. Et c'est une simulation réalisée par un photographe pour essayer un petit peu d'imiter comment l'abeille voit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a comme une sorte de piste d'atterrissage pour les pollinisateurs. Vous avez cette zone qui indique très exactement où il faut se poser pour récupérer le pollen. Les abeilles et certains pollinisateurs se sont spécialisés sur certains types de fleurs, et il y a donc cette coévolution, le message de la fleur qui est directement adressé à son pollinisateur, pour faire son travail. Et donc c'est un monde que nous, on ne voit pas du tout, que je trouve assez intéressant. Mais là aussi, sur les yeux composés, il y a un super champion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la squille multicolore, la crevette menthe pan, qui n'est ni une crevette, ni une menthe, ni un pan. Et cet animal assez extraordinaire, alors là tout à l'heure j'ai parlé de quadri. En fait, elle a 16 cônes différents. On ne connaît pas d'équivalent. Et potentiellement elle voit la lumière polarisée, enfin que des choses que nous on n'imagine même pas. Donc c'est un petit rappel, un petit peu d'humilité aussi, pour dire qu'il y a plein d'animaux qui voient le monde très différemment. Je pense que la crevette menthe pan, pour classer les couleurs, elle nous bat à plat de couture, mais voilà, souvent on lui pose pas trop la question, donc c'est important de le rappeler. Voilà. Moi après, je sais pas si vous voulez que j'enchaîne sur les comportements ou pas, sur la suite du déroulé, si ça vous va comme ça, ou si tu avais des questions, ou si tu voulais rebondir. Sur le côté perception.
Moi, j'ai juste une question sur les cônes et les bâtonnets. Du coup, dans le schéma que tu mettais, tu disais que les bâtonnets, ça servait pour la vision nocturne. Ouais. Est-ce que les oiseaux nocturnes, justement, ils ont beaucoup plus de bâtonnets au fond de leur rétine? Alors, je ne suis pas absolument certaine là-dessus, mais je sais que pour les chats, par exemple, ils ont plus de bâtonnets et ils ont, alors je pense que c'est la même chose chez les chouettes et les hiboux, ce qu'on appelle le tapetum lucidum, ce qu'on voit qui brille quand on prend une photo d'un chat de nuit et qui fait que ça renvoie la lumière. Et il me semble que c'est constitué en grande partie de bâtonnets qui sont beaucoup plus nombreux que chez nous et qui permettent de capter beaucoup plus la lumière dans un environnement où il y en a peu. Donc ça fait un effet... voilà. Mais même si les chouettes et les hiboux ont une vue excellente et qu'ils voient très bien de nuit, il faut savoir qu'ils chassent aussi beaucoup à l'oreille, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Si vous voulez une référence littéraire, en ce qui concerne le tapetum, il faut savoir que quand H.G. Wells a écrit L'homme invisible, le premier essai de L'homme invisible a été sur son chat. Et tout ce qu'il restait, c'était justement la partie du tapetum. C'est-à-dire qu'il y avait les yeux du chat qui se baladaient dans la pièce et le reste du chat qui était devenu invisible. Voilà. Mais le tapetum étant constitué justement de trucs, lui, restait là, on n'avait pas réussi à le rendre invisible. Moi, j'avais une autre question. Comment on sait que la squille multicolore a tous ses récepteurs? On lui a demandé, elle a signé un papier? Alors c'est une excellente question qui demande plein de questions compliquées à la fois de physique et de physiologie, qui sont deux domaines que je ne maîtrise absolument pas, donc je ne pourrais pas te répondre avec précision, mais je pense qu'en fait en trichant avec certains outils, on peut mimer des couleurs et comme la lumière polarisée que nous on ne peut pas capter. Je pense qu'avec des outils on peut le mimer et voir si l'animal répond en fait. Je pense qu'il y a moyen de faire des tests où tu le récompenses avec certaines couleurs, certaines lumières, et on peut voir que l'animal est capable de le capter. Je pense que ça a été testé comme ça. Oui, j'imagine que de façon générale, on peut juste aussi, de façon un peu moins gentille, disséquer le pauvre animal, aller de voir quel type de récepteurs et les analyser. On peut aussi, avant de le disséquer, lui mettre des petites électrodes et de voir, j'imagine qu'il y a ces cônes. Et puis on peut systématiquement tester différentes longueurs d'onde, d'accord, et voir quand est-ce que ça répond. Et donc faire une signature en faisant le lien. Si tu veux revenir peut-être à un diapo, tu montrais les courbes d'absorption très rapidement. Voilà, ouais, celle-là. Ici, si vous faites la même chose chez l'homme, d'accord, donc là on revient, il se trouve qu'il y a effectivement le lien entre longueur d'onde et couleur, il y a une correspondance entre lumière monochromatique et couleur. C'est-à-dire que chaque onde particulière, on peut associer à une couleur particulière. Donc c'est pour ça que c'est représenté, mais bon, ça c'est autre chose. Mais si on considère juste, on ignore ça, on regarde juste les longueurs d'onde, on s'aperçoit qu'il y a un type de récepteur chez l'homme ici, à gauche, qui va donner une réponse maximum en termes de potentiel d'action ou de courant électrique, même à 424 nanomètres. Et avec, vous voyez, ça varie de temps à temps. Et vous voyez qu'il y a deux autres types de cônes. Donc ça, c'est les trois types de cônes qu'on va appeler bleu, rouge, vert par total abus de langage, parce qu'il n'y a pas de couleur, perception des couleurs au niveau de la rétine. À ce niveau-là, c'est juste propriété d'absorption, c'est-à-dire dans quelle, vraiment la transduction, comment ça fait. Donc si, là, tu montrais l'oiseau, là, quand tu disais qu'il y avait 4, ben c'est simple, hein, c'est pareil, on teste toutes les longueurs d'onde et on voit quand est-ce que ça répond. Donc c'est sans doute ce qu'ils ont fait systématiquement. Ils ont été voir des types anatomiquement différents, ils ont mesuré, et puis ils ont vu. Et après, quand tu dis, voilà, les couleurs qui sont représentées, ça va être juste comment nous, on les verrait si c'était des lumières monochromatiques, etc. Mais notre perception, on sait jamais, elle ne s'arrête jamais au niveau de la rétine. Il y a les quelques milliards de neurones derrière, donc on n'est pas au même niveau d'interprétation. Mais en tout cas, on peut savoir quelle est la première étape de transduction, c'est-à-dire quel type d'information est disponible. Avec ces trois cônes, voilà, qui sont combinés de façon très compliquée, etc. Mais ça limite, il y a des informations, c'est-à-dire si vous excitez de façon absolument équivalente ces trois cônes avec des spectres très différents, la perception est forcément indissociable. Vous prenez quelqu'un qui est daltonien, eh ben, il y a des couleurs, on sait très bien, enfin, des stimuli qui, lui, pour lui, va être identiques. Par contre, il y a des nuances qui vont être discernables par ce daltonien et pas par nous. Il y a aussi des gens qu'apparemment, il y a surtout des femmes qui sont quadrichromates, qui ont une variation et qui distinguent des nuances qui sont différentes. Donc on peut savoir quel est l'espace des possibles, mais ça ne nous dit pas quelles sont les couleurs.
Et donc, si l'une ou l'un d'entre vous a le sentiment de ne pas tout à fait percevoir les couleurs de la même façon que les autres, nous serions ravis de le disséquer afin de pouvoir savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, je fais d'appel à des volontaires. Y a pas de problème. D'accord. J'ai arrêté la physiologie, hein, donc ce sera pas moi. Et moi, j'en fais pas, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Du coup, oui, et donc sur cette perception, donc je peux enchaîner un tout petit peu sur à quoi servent ces couleurs, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on s'interroge sur comment on les voit, mais à quoi elles servent en fait. Donc alors à chaque fois je regarde vers madame, mais en fait le beeper est là, donc c'est pas très futé. Et du coup, voilà, ma question c'était ça, à quoi servent les couleurs, avec un gif un petit peu hypnotique. Dans le règne animal, du coup, il y a cette idée de séduction. C'est beaucoup le cas chez des oiseaux qui ont... Alors, ça ne marche pas avec tous les oiseaux, parce que chez les perroquets, par exemple, le mâle et la femelle sont en général aussi colorés l'un que l'autre. Mais dans le cas de figure où c'est en général un mâle qui s'accouple avec plein de femelles, il faut qu'il soit le plus beau possible pour être choisi. Donc vous avez quelques exemples d'animaux très exotiques, le coq de roche là-haut, le lophophore resplendissant, n'est-ce pas ? Ici vous avez un paradisier républicain, et ici un oiseau tout à fait commun, qui est l'étourneau sansonnet, qui n'a pas le même plumage en hiver et en été. Ça, c'est son plumage nuptial, qui est iridescent. Mais ça ne s'arrête pas aux oiseaux. On a le cas de figure, par exemple, de l'épinoche, qui est un petit poisson de nos rivières, où le mâle arbore un très beau plastron rouge vif au moment de la période des amours. Et c'est un comportement qui a été un fondateur en éthologie. Si on a le temps, j'en reparlerai un tout petit peu à la fin. Mais voilà, donc il y a cette idée de séduction, mais aussi... La couleur peut aussi servir à envoyer un message pour intimider. Vous avez à gauche un mandrille, donc qui est très coloré. Alors, on n'en a pas parlé aussi, mais par exemple, chez le mandrille, on pense qu'il y a une corrélation assez forte entre le taux de testostérone et l'impact des couleurs. Donc, bien souvent, les mâles les plus colorés sont les plus agressifs et les chefs du groupe, parce que chez les mandrilles, c'est un mâle dominant et un harem de femelles, et puis des petits mâles qui se font discrets parce qu'ils sont encore ados et il ne faut pas qu'ils fassent trop de vagues, sinon ils se font chasser. Et ce qui est assez rigolo, donc, c'est qu'on pense que le rouge, voilà, il est très lié à la testostérone, aux caroténoïdes aussi, qui sont des pigments qu'ils trouvent dans leur alimentation, qui est aussi sans doute indicateur de la bonne santé du mâle. Donc c'est aussi pour les femelles, hein, parce qu'ils se font tout beau pour intimider les autres, pour les chasser, mais les femelles trouvent aussi des informations avec ces couleurs-là. Et le bleu, on ne l'a pas dit, mais le bleu est rarissime dans la nature. Bien souvent, le bleu, en fait, c'est structurel. Il y a un exemple très connu qui est celle des ailes du papillon morpho, qui est bleu iridescent. En fait, le papillon n'est pas bleu en tant que tel, c'est juste que quand la lumière tombe sur les écailles, en fait, ça vous renvoie du bleu. Le bleu du mandrille, c'est structurel. Il n'y a pas de pigment bleu dans la peau du mandrille. Et un autre exemple qui est ce 5, qui est un lézard australien, qui a une langue d'un bleu éclatant, ce qui fait que s'il y a un prédateur qui a envie de le croquer, il lui tire la langue. Et en général, la couleur est tellement vive que ça surprend, parce que souvent les couleurs vives ont aussi cette valeur d'information, de toxicité, de danger, et souvent ça fait lâcher sa prise au prédateur. Donc c'est très efficace. Mais on peut aussi avoir d'autres informations grâce aux couleurs, par exemple l'âge d'un animal. Je vous ai mis un goéland, qu'on voit très bien à Toulouse, un goéland argenté. Et on peut se dire comme ça, oui, bon, bah, c'est un goéland, ça. Quelle information on peut avoir ok, il a des belles plumes. Mais en fait, selon l'âge de l'animal, et donc sa maturité sexuelle, il n'a pas le même aspect. Vous avez un goéland au premier hiver, deuxième hiver, troisième hiver. Et vous voyez, son plumage change. Ça donne des indices aussi aux congénères sur, par exemple, le taux d'hormones. Est-ce que les animaux sont en âge de se reproduire ou non ? Et le plumage des oiseaux va varier avec. Donc la couleur, l'aspect, donne ce genre d'informations également. Et un exemple emblématique, comme je vous le disais avec le 5, la couleur vive, souvent, elle a pour valeur de prévenir de « attention, je n'ai pas bon goût » ou « tu vas mourir si tu me croques ». Donc quelques exemples classiques, la dendrobate, qui est une petite grenouille qu'on trouve en Amérique du Sud, il y en a plein d'espèces différentes, et en fait elles sont toxiques car elles mangent des fourmis qui sont elles-mêmes toxiques. Ce qui fait que si vous la touchez, on raconte souvent que voilà, les peuples qui vivent en Amazonie les utilisent pour frotter leurs pointes de flèche, parce qu'elles sont... Voilà, comme ça, elles sont imbibées de toxines. Vous avez bien sûr la guêpe que je ne présente pas. Ce serpent corail, qui est un serpent très venimeux, et le papillon monarque, qui est un papillon qui vit en Amérique du Nord et qui fait une migration très impressionnante jusqu'au Mexique,
qui se nourrit d'une plante, l'asclépiade, qui le rend toxique. Avec ces informations-là, ces animaux ne souffrent pas trop de la prédation, et c'est ce qu'on appelle de l'aposématisme. La couleur va prévenir les autres qu'ils sont dangereux et que c'est pas une bonne idée de les consommer. Il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple avec des coccinelles. Par exemple, les coccinelles ont plein de couleurs différentes. Elles obtiennent cette couleur rouge vive de ce qu'elles mangent. Et en fait, si vous testez des oiseaux et que vous leur présentez plusieurs types de coccinelles plus ou moins foncées, plus ou moins colorées, ils se font pas avoir. Ils prennent celles qui sont pas de couleur vive parce qu'ils ont fait l'expérience où ils savent que c'est pas très bon à manger. Une petite anecdote que je voulais vous montrer, c'est que des fois, il y en a qui trichent. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui ne sont pas toxiques, mais qui imitent des animaux ou qui ont la même couleur qu'eux. Ici, vous avez donc le monarque et le vice-roi, qui n'est pas du tout toxique, le serpent corail et la couleuvre faux corail. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, si vous regardez bien. Il y a du rouge, jaune, noir, et là, ça fait rouge, noir, jaune. Et ceci est un cirfe. Il y en a plein que vous pouvez observer à la belle saison. Ce sont des mouches qui imitent les guêpes. Alors, juste une petite précision. Donc, on parle de mimétisme bathésien, c'est-à-dire qu'un animal qui est inoffensif a les mêmes couleurs qu'un animal qui est dangereux. De fait, il profite du signal et il a de bonnes chances de ne pas se faire manger non plus. Bon, il faut juste préciser que c'est pas une volonté personnelle et individuelle de l'individu de se dire chic, 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 je vais me camoufler de la même couleur qu'un animal toxique pour pas me faire manger. C'est le fruit de milliers d'années d'évolution. Il y a des animaux qui ont eu des mutations de couleurs qui les ont fait ressembler à des animaux toxiques. Ceux-ci ont mieux survécu, on peut se reproduire et ça a été transmis de génération en génération. Voilà. Et du coup, je voulais vous dire, donc la couleur, ça sert souvent de ce qu'on appelle de signal honnête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'un animal qui est d'une certaine couleur, voilà, ça va donner des informations, notamment aux femelles, pour choisir un partenaire, et c'est voilà, quelque chose d'objectif qui va lui permettre d'évaluer la qualité de son partenaire. Par exemple, un autre exemple emblématique, le merle noir, oiseau que vous avez forcément croisé. Ceci est un mâle, les femelles sont plus brunes. Alors là, comme ça, vous me dites, bon, en plus il est noir, donc super, pour un exemple sur la couleur, c'est pas génial. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a le tour de l'œil qui est jaune et le bec. Et en fait, la couleur de ces zones-là du corps sont dépendantes de substances, des caroténoïdes, comme le carotène qu'on trouve dans les carottes. Et en fait, ces substances, alors on ne sait pas encore exactement comment elles sont évaluées, mais les individus, donc ils ne peuvent pas synthétiser tout seuls, donc ils les trouvent dans leur alimentation. Donc potentiellement un mâle très coloré a été super fort pour trouver de la nourriture, ce qui est quand même vachement bien pour une femelle qui songe à faire des petits avec lui, c'est-à-dire qu'il va pouvoir chercher la nourriture. On pense que les caroténoïdes aussi améliorent l'immunité, donc ça serait un mâle qui résiste bien aux maladies, donc super. Et avec ces informations-là, on pense que les femelles peuvent choisir objectivement un bon partenaire. Mais ce sont des questions qui sont encore d'actualité et on ne sait pas encore avec certitude quelles informations peuvent passer et sur quels critères peuvent faire leur choix. Et du coup, je voulais aussi vous donner quelques exemples rigolos, même si je viens de vous dire la couleur c'est un signal honnête, il y en a qui savent tricher. Un exemple classique, ce sont les seiches. Mais ça, c'est un exemple donc, d'une expérience de 2012. Je vous mets un petit sous-titre. Vous avez une femelle sèche qui a des petites marbrures très jolies. Et ici, vous avez un mâle et hors champ, il y a un autre mâle. Cette sèche veut se reproduire et faire comprendre à cette femelle qu'il est tout à fait partant. Mais il y a un autre mâle ici. Donc ce qu'il fait, c'est que d'un côté, du côté de la femelle, il exhibe la couleur du mâle. Il lui dit « Coucou, je suis un mâle, je suis prêt à faire des bébés si tu veux. » Mais pour ne pas se faire chasser par l'autre mâle, il exhibe du côté du mâle la robe d'une femelle. C'est risqué, des fois ils se font prendre. Et d'ailleurs, j'ai une illustration avec une vidéo où il y en a un qui... Alors en plus, vous allez voir, les couleurs changent très vite. Donc vous avez... En plus, il y en a deux. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a une autre sèche. Ah, c'est bien caché, hein. Et donc, hop, et ensuite, il y a un autre individu qui se rapproche. Et là, hop, je ne sais pas si vous avez vu, il est redevenu d'un coup. Hein. Donc, des fois, ils se font prendre au piège, mais bon, ça vaut le coup de tenter, tenter le coup. Et en parlant de couleurs, promis, j'ai presque fini, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer quelque chose. Le caméléon. Est-ce que le caméléon change de couleur selon son environnement ? Oui et non. Alors, vous allez le voir en action. Ce caméléon, malheureusement, il est un peu stressé. Si vous regardez bien, ses couleurs changent en direct. Les plaques bleues sont beaucoup plus visibles. Et il y a des taches noires qui apparaissent sur l'ensemble de son corps.
Ça, c'est du direct. Alors, on voit qu'il est clairement stressé, hein, parce qu'il essaye de trouver une branche, pauvre petit père. Il est là, genre, Mayday, Mayday, Mayday. Sans succès, bien évidemment. Et donc, je vous ai mis une image du début et de la fin de la vidéo. On voit quand même que, et c'est très rapide, et en fait, il s'avère que... Alors, il y a aussi plein de fausses vidéos sur YouTube, si vous avez envie de faire du debunk avec des élèves, où on voit, par exemple, il y en a une, alors je ne l'ai pas mis parce que c'est mal et que c'est faux et que c'est truqué, où il y a quelqu'un qui met des lunettes de soleil de couleurs différentes à son caméléon, genre rose vif, bleu turquoise, etc. Et le caméléon adapte la couleur. Ça, c'est du montage. Ça n'existe pas. Un caméléon ne va pas changer de couleur si vous le mettez devant un carton, etc. Il va juste changer de couleur selon ses émotions, souvent parce que là, par exemple, il est stressé, ou parce que deux mâles vont se taper dessus, et que pareil, montrer des couleurs vives, ça va décourager ceux qu'ils ont en face. Et parfois, selon la température. Ils vont être en général plus foncés quand il fait froid, pareil pour des questions d'absorption, pour plus capter la chaleur, et plus clair quand il fait chaud. Mais l'idée du camouflage et de je change de couleur, je deviens vert pomme ou pour me cacher, ça c'est... Voilà, c'est une fake news, c'est un mythe, il faut l'oublier complètement. Et je voulais vous montrer ça, c'est une étude très récente. Les perroquets rougissent, c'est un fait. Vous avez un perroquet ici en temps normal, avec la peau blanche autour des yeux, et une étude qui montre que quand il est soit en interaction avec son soigneur, ou qu'il y a quelque chose qui attire son attention, et il rougit, comme nous. C'est-à-dire que au niveau des vaisseaux sanguins, ça se dilate, et la peau autour de ses yeux devient plus rouge. Et c'est aussi sans doute révélateur d'émotions. Alors ça, c'est une étude de 2018, donc c'est tout neuf. Et on espère que ça va aller un peu dans le sens pour fouiller tout ça. Je crois que c'est à peu près. J'ai encore d'autres trucs, mais on peut s'arrêter là. Enfin, je sais pas, avoir un petit peu de temps pour des questions, oui. Bon, ça m'amène à une question. Donc, c'est que tu parles d'animaux qui effectivement changent de couleur pour des raisons d'attraction, pour se protéger, etc., etc. Est-ce que ça peut nous servir éventuellement à communiquer avec eux? Parce que pour l'instant, on communique avec les animaux par la voix, par des odeurs quelquefois. Est-ce que on a réfléchi à des façons de peut-être de s'habiller, des façons de se colorer pour réagir avec des animaux de notre environnement? Les chats en particulier, c'est un bon exemple. C'est vrai que beaucoup d'animaux qui vivent autour de nous ne captent pas certaines couleurs. Mais je pense à quelques exemples. Il y a des choses qu'on peut faire pour réduire le stress ou la peur d'un animal. Les oiseaux, par exemple, ont peur de tout ce qui est nouveau. Donc si vous n'avez jamais mis de casquette et que vous en mettez une un jour, ils vont flipper parce qu'ils n'en ont jamais vu. Mais je ne suis pas sûre que la couleur joue vraiment pour eux. Je réfléchis en même temps. C'est une bonne idée, c'est vrai que c'est une bonne question, mais je ne sais pas s'ils le percevraient de la même façon que s'il y a des animaux qui sont capables de changer de couleur, si nous on met la même couleur, je ne suis pas sûre que c'est pas tout à fait... Enfin, on est deux espèces différentes, donc pour communiquer par cette modalité-là, je pense que ça serait un peu compliqué. Donc la couleur qu'on a vue en physique était quelque chose, je dirais, d'un petit peu universel, défini d'un endroit à l'autre du monde. Toi, tu es en train de me dire que d'une espèce à l'autre, c'est pas la même chose, c'est évident. Et je sais même que pour l'être humain, le nombre de cônes et de bâtonnets, par exemple des Inuits dans le Grand Nord avec un type de lumière, n'est pas le même que celui des Maasai, qui sont beaucoup plus proches de l'équateur. Et que donc il y a des sensibilités de couleur d'une variété de l'espèce humaine suivant les différents endroits. Et ce qui est logique, d'une certaine façon. Quand vous avez un pays qui est plongé dans la pénombre pendant un certain nombre de mois par an, vous n'avez pas le même type de besoin que quand vous avez quelque chose qui est éclairé de manière très crue, avec un soleil qui tape pratiquement verticalement et qui a donc des couleurs beaucoup plus tirant vers l'orange, vers le rouge, vers des choses comme ça, quoi, c'est clair. D'ailleurs, un des points qui a été un des points que vous aurez peut-être, je pense, comme question, le problème de l'œil. L'œil, c'est le grand cheval de bataille de tous les religieux qui vous expliquent que Darwin s'est complètement trompé, que l'histoire de la théorie de l'évolution, c'est une fake news, parce que l'œil est impossible. Et que l'œil n'existe que si Dieu a décidé de le créer, grosso modo, quoi. Et qu'on ne peut pas arriver à l'œil par un processus évolutif. Or, ce que tu nous décris, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que l'œil sert à un certain nombre de choses et il se complexifie au fur et à mesure que ses besoins augmentent. Et puis, les espèces qui ont des structures complexifiées s'en tirent mieux, par conséquent survivent, font des descendants, etc. etc. Donc, c'est vraiment une question qu'on peut dire, mais l'œil est apparu assez tôt dans l'histoire de l'évolution, et même si on vous explique que non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, ben non, c'est pas vrai.
c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui s'est mis en place sur littéralement des millions d'années, mais qui est parfaitement conforme à la théorie de l'évolution. Je me trompe? De ce que je sais de la question, non, c'est tout à fait ça. Je crois que les premiers yeux, qui étaient des cellules très simples, qui captaient juste la lumière de l'obscurité, c'était chez des animaux qui étaient plus anciens que les méduses, mais qui appartenaient à ce type d'animaux. Et en fait, ça leur a apporté un avantage parce qu'ils pouvaient, par exemple, se cacher pour éviter une ombre qui venait vers eux. Et puis voilà, il y a des types d'yeux qui se sont développés, ceux des étoiles de mer, qui en ont plusieurs. On parlait des yeux composés des insectes. Ils ont évolué différemment, mais ont tous apporté des avantages à ceux qui les possédaient. Donc ils étaient utiles. Et je pose une question que j'aime bien, qui est bête, mais que j'aime bien, c'est: vous avez décrit donc ce phénomène des couleurs associées. Si vous étiez une couleur, vous seriez quoi? Eh bien, alors, c'est pas du tout représentatif de ce que je porte, mais si vous avez regardé mon diaporama avec attention, il y a une couleur que j'ai beaucoup utilisée, qui est ni bleue ni verte, d'ailleurs, le bleu-air peut-être, comme on peut dire, le bleu-vert. Moi, j'aime bien cette couleur-là, ça permet de pas choisir entre le bleu et le vert, c'est un mélange des deux, j'aime bien. Alors, moi, j'aurais tendance à peut-être en choisir deux. Je vais en choisir une, c'est le noir. Le noir est une couleur. Et peut-être vous pouvez comprendre avec le rapport à ce que j'ai dit au début et mon angoisse et ma dépression par rapport au bouleversement climatique et écologique. Donc voilà, il y a quelque chose d'extrêmement sombre par rapport à ça. Et l'autre couleur, ça va être le rouge, puisque effectivement, nos sociétés ne font absolument rien par rapport à ça. Donc je suis également extrêmement en colère. Je vous donne ces deux exemples juste parce que pour introduire les notions de code culturel par rapport... Bon, je vais peut-être passer un petit message subliminal aussi également, j'en profite. Mais pas très subliminal. Parce qu'effectivement, on discute beaucoup des codes culturels des couleurs, voilà, et il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que ces codes sont universels, est-ce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire du passé, est-ce qu'on trouve ça partout dans le monde? Donc moi, je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, donc je n'aurais pas une réponse définitive. Je m'étais un petit peu intéressé à ça, et je dirais que l'explication la plus prudente, économe, c'est que effectivement ce sont des constructions culturelles. Et la réponse, pourquoi je vais vous dire ça, c'est parce que la compréhension du lien entre des choses aussi complexes que l'interprétation des couleurs dans nos sociétés et ce qui se passe dans notre cerveau, on est très très loin de pouvoir la faire. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré là, j'aime bien montrer ces choses-là parce que c'est vraiment le domaine où je pense que, pour moi, j'ai eu l'impression de comprendre des choses avec les neurosciences, avec la psychologie. Enfin, on a quand même fait c'est pas très nouveau ce que je vous ai montré, ça fait même quelques dizaines d'années, mais notre compréhension de qu'est-ce que notre perception, comment on vit par rapport à tous ces apports scientifiques est assez phénoménale. Je pense que on a des études de compréhension qui n'existaient pas il y a un siècle, il y a même 50 ans. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on comprend comment fonctionne le cerveau. Quand je vous ai parlé des 10 milliards de neurones et des millions de connexions, très clairement, c'est un fouillis inextricable et on ne comprend rien. On est absolument incapable de comprendre comment fonctionne notre subjectivité, nos comportements sur la base uniquement de regarder comment un cerveau fonctionne. Et ça c'est peut-être, je pense que c'est intéressant aussi comme mise en garde parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages je ne sais pas, je vais appeler ça de la psycho de comptoir, ou de développement personnel, ou de trucs qui vont beaucoup jouer sur les couleurs, qu'il y a des couleurs qui ont un sens, etc., et qui vont se référer aux neurosciences au cerveau pour y donner une autorité. Je pense que c'est intéressant, qu'il faut replacer ce discours comme des discours qui sont culturellement situés, qui peuvent faire du sens. Ils ne sont pas forcément tous inintéressants, puisqu'ils peuvent avoir du sens dans notre domaine, mais il faut bien les prendre à ce niveau-là et pas croire qu'ils vont avoir une autorité qui vienne des neurosciences. Et ça, de façon très générale, actuellement, il y a une mode des neurosciences, il y a surtout une mode de l'imagerie cérébrale, de dire voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, on sait ça, qui est complètement illégitime. Elle est illégitime de la part de notre société, de médias, de toujours, il faut du neuf, il faut donc il y a un travail
du côté journalistique, si vous voulez, mais il y a un travail aussi une malhonnêteté au sein de notre communauté de neuroscientifiques, hein, où beaucoup de mes collègues jouent le jeu du sensationnel et d'affirmer des choses qu'ils n'ont absolument pas les moyens de dire, de montrer. On le voit dans le domaine là, qui m'intéresse maintenant d'écologie politique. Hein. Je crois que l'année dernière, vous aviez Sébastien Boller qui était intervenu. Sébastien Boller dit, on ne fait rien parce que c'est un bug dans notre cerveau, parce que le striatum, etc. Il n'a aucune évidence neuroscientifique pour dire ça. Ce n'est pas un chercheur. Il a fait une thèse en neuro, mais voilà, sur des choses basiques. Il va aller chercher des éléments un peu disparates, il construit son truc. Et malheureusement, il a eu un grand prix de neurologie par l'association, comme le livre de vulgarisation, etc. Donc la communauté se fait l'écho de ça, alors qu'il n'y a pas et ça a été dénoncé, mais pas assez, si vous cherchez le dire qu'il y a un bug humain qui nous empêche de prendre en compte, non, qu'on veut toujours plus. Il dit, voilà, la croissance économique, le désir de toujours plus, c'est inscrit dans notre cerveau. Non, et forcément, tous nos comportements ont des corrélations dans notre cerveau, mais il n'y a rien qui détermine et qui nous dise qu'on est obligé de toujours consommer plus, qui est, quand on regarde au niveau historique sociologique, voilà, c'est surdéterminé par plein d'autres choses. Et c'est repris actuellement dans un autre exemple de mauvais livre à ne pas lire, hein, malheureusement, enfin mauvais livre, d'une tentative de bonne foi, mais extrêmement décevante. Ça ne veut pas dire que Boller, il part pas d'une bonne intention, mais il se trompe complètement. Il y a Thierry Ripoll, un collègue de Marseille, qui vient de publier un livre qui dit « Pourquoi nous détruisons la planète ? Qu'est-ce qui conditionne dans notre cerveau ?» Et c'est pareil, les arguments qu'il utilise ne sont absolument pas fondés. Donc il y a vraiment, dans la littérature de neurosciences populaires, il faut être extrêmement prudent sur des discours qui vont dire « Ah, c'est dans le cerveau, donc c'est comme ça ». On a l'exemple de Stanislas Dehaene qui était nommé au comité pour l'éducation. Je ne sais plus comment il s'appelle. Les neurosciences n'ont pas grand-chose à dire sur la façon dont on doit éduquer. Il y a plein de choses en sciences de l'éducation, sciences cognitives, empiriques, choses comme ça, mais il y a des choix politiques, il y a des choix d'organisation, de qu'est-ce qu'on veut transmettre, que les connaissances de neurosciences ne sont absolument pas légitimes pour le dire. Donc après, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa commission, c'est peut-être très bien, c'est pas un problème, mais en tout cas, le fait d'avoir pris quelqu'un, d'avoir choisi une personne qui est un neuroscientifique pour avoir une autorité sur principe éducatif, c'est choquant. Il y a vraiment un problème d'autorité des neurosciences actuellement. Et juste pour rappeler quand même, hein, au niveau des neurosciences, ça a été établi qu'à peu près 80% des résultats publiés actuellement en neurosciences et en psychologie ne sont pas reproductibles. Et gros problème de statistiques, on est dans une situation où il y a une crise majeure scientifique, parce qu'on atteint les limites aussi de la complexité. On touche des choses qui sont tellement complexes que c'est normal qu'on n'y arrive pas. C'est normal qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Mais notre système de compétition, de toujours publier, de toujours réussir, etc., fait qu'il y a une dérive où il n'y a qu'une minorité de scientifiques qui le disent. Et puis après, il y a plein d'autres scientifiques qui ne font pas le buzz, qui font des choses très sérieuses, généralement qui ne sont pas spectaculaires, qui vont essayer de détailler des mécanismes, qui vont faire ce que tu nous présentais. Il y a plein de résultats évidemment scientifiques qui sont passionnants, mais ce n'est pas toujours ceux qui sont les plus médiatiques, parce que ceux qui ont l'air d'avoir un sens pour tout le monde, etc., ils sont souvent illégitimes. Oui, ce qui est marrant, c'est qu'hier, j'ai fait une conférence justement sur comment utiliser les techniques de science-fiction pour rendre sa proposition technique ou son article plus sexy. Et justement, cette notion de... Ça n'avait rien à voir avec l'objectivité du travail technique, ça avait à voir avec la manière dont on le présentait. Et il y a un exemple qui est particulièrement extraordinaire de ce point de vue-là, c'est un article qui fait une page, qui décrit la structure de l'ADN, qui a été écrit par M. Crick et M. Watson, qui a été publié en 1953 dans une revue qui s'appelle Nature. Ça fait vraiment une page, 2 colonnes, une page, un petit schéma. Sauf que l'article est tellement bien écrit, tellement bien vendeur, que bon, les gars ont eu le prix Nobel parce que leur travail était remarquable. Mais c'était dans un bouquin où il y avait 400 articles de ce même genre. Pourquoi celui-là et pas les autres? Et là, on s'aperçoit que quand on l'analyse, c'est carrément de la narration. Ils savaient très bien écrire et ils savaient très bien vendre leur truc. Et donc, un article très bon a été bien mieux vendu que le même article très bon 15 pages plus loin. Et on s'aperçoit effectivement que vous avez des gens qui vendent absolument n'importe quoi, mais qui le vendent très bien. Et ça, c'est une chose fabuleuse. Je reviens aussi à une question que je me pose, puisqu'on approche de la fin. On a quand même utilisé pendant un certain temps l'idée que certaines couleurs, par exemple, ont un effet
calmante, un effet lénifiant, un effet renforçant. Donc on a peint les hôpitaux d'une certaine façon, les prisons d'une certaine façon, l'espace de travail d'une certaine façon. On a fait du feng shui. Sauf que le feng shui au Japon ou en Chine, ce n'est pas le feng shui que vous ferez en Europe. On n'a pas le même code culturel. Pour nous, le blanc n'est pas la couleur du deuil. Pour les Japonais, si. Vous voyez, pour les Chinois, pareil. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, on part du principe que le fait de vous peindre votre intérieur d'une certaine façon, ou le fait de vous faire travailler dans un environnement avec tel type de couleur, tel type de teinte, tel type de chatoiement, tel type de saturation, peut avoir une influence sur votre vie quotidienne. Et toi, tu nous expliques qu'on a peut-être, on est en train de se planter, ou tout au moins... Comme tu le dis, par défaut, c'est au moins un code culturel. Le code culturel, il a un effet. On est dans une culture, on est surdéterminé par notre code culturel. Donc, à la limite, pour savoir si ça a un effet ou pas, on peut le mesurer, on peut prendre des mesures. Et c'est pas parce que... Si on parle de techniques d'influence et le soin de façon générale, comme tu parlais de soin, le soin en général, c'est des techniques d'influence. Si on soigne quelqu'un avec du sucre en poudre, d'accord, l'homéopathie, eh ben, c'est génial. En plus, il n'y a aucun effet secondaire. Donc, l'intérêt, on s'en fout de savoir si c'est basé sur une construction théorique qui n'a pas de fondation, en tout cas qui n'a pas de consensus scientifique sur comment ça marche. Voilà, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Moi, en tout cas, on n'a aucun consensus scientifique comment l'homéopathie pourrait fonctionner. Mais ça n'a aucune importance si ça marche. Toutes les techniques, la plupart des médecins et ne savent absolument pas comment fonctionnent leurs médicaments. De toute façon, on sait très bien, les études de médecine ont à peu près 20 ans de retard par rapport à l'état des sciences. Et l'état des sciences, il y a plein de choses, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a plein d'inconnus. Mais pourtant, le médecin, il a besoin d'un discours qui est efficace, et l'intérêt, c'est qu'il soigne. Donc, par rapport, pour apprendre à ça, il faut bien replacer le contexte entre... si on pose la question maintenant, est-ce que c'est un universel? Est-ce que c'est vraiment dans notre cerveau, dans notre physiologie, ça fonctionne pour tout le monde? C'est une question qui n'est pas inintéressante. Moi, je ne saurais pas comment vous répondre. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment la réponse. Il y a plus de chances que ce soit culturel, mais est-ce que c'est vraiment cette question aussi importante? En général, les personnes qui mettent en avant ce côté universel, c'est parce qu'ils ont un agenda pour telle ou telle raison, pour donner une autorité. Voilà, hein? Ils ont un truc à vendre, ouais, voilà. Ou un truc à vendre, c'est pas forcément monétaire, hein, ça peut être aussi une réputation au niveau scientifique, voilà, des choses, et qui peut être basée sur des convictions réelles. Hein. Mais voilà, je le prendrai de façon prudente. Je sais pas si tu veux. Je me tourne vers vous à ce moment-là. Vous avez parlé justement de la couleur utilisée pour être attractif, pour être sexy. Est-ce qu'il y aurait chez l'être humain une approche de couleur qui permettrait de... Moi, ça m'intéresse de le savoir, hein, à tête de personne, mais je sais pas, comment peut-on être attracteur ou au contraire être repoussant? Est-ce qu'on s'habille de la même façon quand on va en boîte pour séduire, ou quand on va en boîte qu'on est juste on est jeune marié, qu'on n'a pas envie que les gens vous tournent autour? C'est une question. Alors, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse sur les vêtements, sur la couleur. Je pense qu'il y a des études qui ont dû être faites, hein, parce que l'humain est un animal comme les autres, donc c'est le genre de questions qui nous intéresse. En plus, sur la séduction, forcément, il y a des sous pour s'y intéresser. Je sais juste qu'au niveau de l'attractivité, chez l'humain, on sait qu'il y a des choses qui existent sur la danse, par exemple. La façon dont on bouge, si c'est des mouvements qui sont cohérents, qui s'enchaînent bien, ça marche mieux. Sur la forme du visage, il y a une côté sur la symétrie, parce que vous savez tous, on n'a pas le visage parfaitement symétrique, hein, l'œil de gauche, l'œil de... Voilà. Mais apparemment, la symétrie rentre dans les... Mais le problème de l'être humain, c'est que, enfin, je pense que ça marche avec plein d'autres espèces, mais on en est plus conscient, parce que nous sommes tous, jusqu'à preuve de contraire, des êtres humains. Il y a énormément de variables qui rentrent, parce qu'il y a des choses dont on est plus ou moins conscient. Le visuel, hein, je vous le disais, on est des animaux très visuels, mais on sait que dans la séduction, il y a une part très importante des phéromones, des odeurs. Je ne sais pas vous. Alors oui, on peut se parfumer, mais on ne gère pas le flux de phéromones qu'on envoie ou qu'on capte autour de soi. Et ouais, tout ça, et on sait qu'il y a plein de facteurs qui s'ajoutent. On pense aussi qu'il y a sans doute des préférences culturelles. Il y avait des trucs qui étaient sortis où, en gros, il y a des designers qui dessinaient la femme idéale selon les cultures. Et au Turkménistan ou en Équateur ou au Groenland, il n'y aura pas les mêmes traits qui seront mis en avant. Et même au sein d'une même culture, selon les périodes historiques,
sont pas les mêmes formes qui sont valorisées et qui sont considérées comme sexy. Donc, ouais. On avait une vraie question au début qui était pourquoi le bleu me va si bien. Et ben ça, je pense qu'on n'y a toujours pas répondu. Je suis désolé, nous n'avons pas atteint l'objectif de notre thème. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et vous en avez certainement. Je vais dire comme ça. Est-ce que Agatha et Jean-Michel auraient des ouvrages à proposer sur ce sujet? Oui. Alors j'ai même une slide, je ne sais pas si vous voulez qu'on la présente en même temps, mais alors oui, est-ce qu'on a des ouvrages à présenter? Car oui, c'est quand même le but, de valoriser les livres et de vous donner aussi, parce qu'on parlait des mauvais livres, mais il y en a des bons. Pour mes parties, moi sur la perception, comment les autres animaux voient le monde, j'ai ramené 2-3 trucs. Il y a un film documentaire de la salamandre qui s'appelle Œil pour œil de Milena Matez-Loïc, qui est vachement bien, 50 minutes, et qui montre de l'expérimental, des gens qui font des expériences et qui montrent comment les animaux voient. C'est très très bien. Il y a aussi Dans les yeux de Steve Jenkins aux éditions Circonflexe. En plus, Steve Jenkins, je ne sais pas si vous le connaissez, tous ses livres sont merveilleux. Je ne suis pas du tout objective. Ses illustrations, c'est du papier découpé. Alors on ne le voit pas comme ça, mais voilà, c'est un travail titanesque. Et il explique justement l'évolution des différents types d'yeux dont on parlait tout à l'heure, entre les yeux des étoiles de mer, les yeux des insectes, etc. et comment les animaux perçoivent le monde. Il est vraiment bien. En plus, moi, je suis très album jeunesse, donc voilà, désolée, mais je trouve que ce sont les meilleurs livres qui existent. Celui-ci est merveilleux aussi, il s'appelle Zooptique, de Guillaume Duprat, Imagine ce que les animaux voient, et en fait, sur chaque bestiole, vous avez un volet, je ne sais pas si je peux vous montrer, c'est un livre à flap, alors ça, c'est encore plus un degré supplémentaire dans le merveilleux, et vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez visualisé, comment l'animal voit, et ça vous explique les couleurs qu'ils perçoivent, la largeur de son champ visuel, parce qu'on n'en a pas parlé, mais selon la position des yeux, les animaux ne voient pas les mêmes choses. S'ils voient net de proche ou de loin, s'ils voient dans la nuit ou non, et il parle aussi bien des vaches, des chats, des chiens que des serpents, des papillons de nuit, etc. Il est vraiment très très bien. C'est le seuil jeunesse, celui-ci. Et les 2 derniers que j'ai, c'est plus pour aborder le comportement lié aux couleurs. D'ailleurs, il y en a un qui était présenté sur la table à l'extérieur, c'est encore Steve Jenkins, parce qu'il est merveilleux. Couleur animale, c'est aussi chez Circonflexe. Et en fait, c'est par page, par couleur. En gros, pour le bleu, il vous sélectionne des animaux. En plus, j'ai ouvert la page du bleu en disant bleu, c'est merveilleux. Et un peu les caractéristiques, pourquoi ils sont bleus, mais quelle valeur ça a, et un peu des faits scientifiques sur chaque bestiole. Et le dernier est assez récent, c'est aussi un album, je suis désolée, je suis un peu monomaniaque, qui s'appelle Color Animaux, qui est écrit par Emmanuel Figueras, illustré par Claire de Gastold aux éditions Saltimbanque. Et il y a plein de choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mandrill, le caméléon, il y a aussi des flaps, il parle aussi du camouflage, du mimétisme, le rôle des couleurs dans le comportement des animaux, et voilà, il est très très bien. Moi, ça va être beaucoup plus rapide parce que j'ai pas d'ouvrage à vous recommander. J'aurais éventuellement 2 petites références à vous proposer que vous pouvez retrouver. Parce que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur les synesthésies. Donc, ces particularités individuelles qui montrent que dans notre subjectivité, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Donc voilà, ça ouvre un autre champ encore de différence qui est assez passionnant. Et donc, j'avais écrit 2 petits articles de vulgarisation, on peut dire ça, en 2012 sur les synesthésies. Il n'y a pas grand-chose de neuf depuis, donc ils sont assez à jour dans Cerveau et Psycho, le magazine Cerveau et Psycho, et dans Médecine Science. Donc voilà, il y a si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur les synesthésies, l'essentiel se retrouve dans ces 2 articles. Je pourrais les faire passer en PDF si vous les voulez, comme on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. Mais oui, mais il ne parle pas de couleur. C'est pas le thème. Moi, j'ai bien présenté 2 ouvrages de la Técopole qui parlent encore moins de couleur. Enfin, il y avait le greenwashing quand même. Greenwashing, il y avait la thème de couleur quand même. On aurait pu développer. Mais du coup, pour celles et ceux qui passeront un Scientilivre, la conférence de samedi que je fais avec ma collègue Anne-Cécile Dagaef du Muséum, ça sera sur le Pays des Merveilles, parce qu'on a écrit un livre où on part des livres de Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, et on parle des plantes et des animaux que l'on trouve chez lui. Et donc, il y a plein d'animaux très colorés, la chenille bleue, le lapin blanc, donc c'est l'occasion d'en parler.
Donc ça s'appelle Alice au pays des sciences. C'est sorti chez Belin. Et un autre livre qui parle d'animaux colorés, même si le sujet n'est pas la couleur, qui s'appelle Société animale, et où vous m'aviez invité l'an passé à en parler. Donc la conférence est sur la chaîne YouTube de Scientilivre pour parler d'orques noir et blanc, de ratopnus roses moches mais très intéressants. Donc voilà. Je serai là tout le week-end, tout à fait, et pour répondre à vos questions. Donc, les livres de nos invités sont dans la bibliographie, vous en avez un exemplaire sur la table, et on vous l'enverra par mail ou ce sera dans les ressources. Est-ce qu'on a la place peut-être pour une dernière question? Oui, c'est une toute dernière question. Avec qui vous faites? Merci. Oui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Quand vous dites que le bleu est très rare dans la nature, pour Agathe, en fait, vous voulez peut-être dire le monde animal? Oui. Oui, parce qu'au niveau des plantes, c'est autre chose. Mais chez les chez les animaux, la plupart du temps, quand on visualise du bleu, alors on a parlé du pastel tout à l'heure. Le pastel, si je ne dis pas de bêtises, c'est un pigment bleu, donc ça existe. Ouais. Mais c'est l'une des rares exceptions à ma connaissance, parce que je crois que par exemple chez les insectes, il y a genre une espèce de papillon qui a une tache de bleu et c'est du pigment et c'est pas du comment dire exactement, alors que dans le reste du temps c'est vraiment la forme de la peau des plumes qui fait qu'on voit le bleu. Par exemple le hara-hyacinthe qui est un superbe perroquet d'un bleu qu'on pourrait qualifier d'indigo, on peut réduire ses plumes en poudre, il n'y a pas de pigment bleu dedans. Alors c'est ma deuxième remarque, c'est que pour nous, ça reste quand même une couleur. Oui, même oui, si c'est complètement. Une iridescence. C'est ce qu'on appelle une couleur physique et pas une couleur chimique. Donc pour nous, ça rentre dans les bleus officiels. Et puis il y a le monde minéral. Ça c'est sûr. Là, pour le coup, oui, c'était voilà, vraiment. Donc la nature, il y a beaucoup de bleu dans la nature. Et d'ailleurs, dans le monde minéral, c'est pas le bleu le plus rare, c'est le rouge. Alors qu'il est plus courant dans le monde animal. C'est vrai, il y a donc beaucoup plus de la rouge. nature englobe. C'est un raccourci un peu rapide, c'est vrai, c'est plutôt les animaux, vous avez raison. Oui, vous en avez bon, c'était intéressant. Et puis la couleur physique et les couleurs chimiques, nous on les intègre. Hein. Pour nous, c'est une couleur comme une autre. Alors après, on peut discuter, mais voilà. Et puis une petite remarque par rapport donc à ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous regardez la liste des scientifiques qui ont meublé entre guillemets l'Académie des sciences depuis sa fondation par Louis XIV, 90% sont des gens qu'on ne connaît absolument pas. Donc effectivement, dans le succès des scientifiques, être bien né, être richissime, être sorti de la cuisse de Jupiter, tout ça aide beaucoup pour beaucoup de scientifiques, et beaucoup des médiateux d'une période sont des oubliés de demain, et la liste est malheureusement très longue. Et je rajouterais même que vaut mieux être né en Angleterre plutôt qu'en France, ou aux États-Unis plutôt qu'en France, pour faire une bonne carrière universitaire. Et j'ai souvent travaillé aux États-Unis pour dire que si vous êtes dans une grande fac américaine, c'est archi plus facile de publier, de recevoir des prix, etc., que si on est un très bon scientifique dans son coin. Darwin a complètement été oublié de son temps. Hein. Il a vécu 2-3 fois rien. Voilà. Donc c'est un grand classique. Hein. Il a vécu 2-3 fois rien, certes, parce qu'on ne l'a pas laissé faire une carrière, mais on ne l'a pas laissé faire une carrière uniquement parce que son livre sur l'origine des espèces a été d'entrée refusé par les religieux qui ont fait littéralement une obstruction pour l'empêcher d'avoir une carrière universitaire. Ils ont dit non, on ne le laisse pas enseigner à des pauvres malheureux des choses qui remettent Dieu en question. Quoi. Ça, c'était, donc il n'était pas du bon côté. Il n'était pas du bon côté du truc. Il y a déjà une catégorie humaine qui a été pas du tout du bon côté de la science, ce sont les femmes. Le nombre de femmes qui ont disparu des écrans alors que leur contribution a été majeure. Sur la structure de l'ADN, notamment. Sur la structure de l'ADN, effectivement, Crick et Watson ont piqué un certain nombre de résultats à une femme qui avait fait tout un travail en cristallographie, justement. Oui, c'est ça. Et qui n'avait pas fait la théorie, mais qui avait fourni un certain nombre d'éléments fondamentaux et qui ne sont même pas dans les remerciements. Voilà. Donc ça, c'est clair que de ce point de vue-là, la NASA a beaucoup défendu de femmes. Elle a eu beaucoup de femmes qui ont contribué par leurs équations, par leur programme à ce que ça marche. Vous n'en entendez jamais parler. C'est clair. Ça progresse. On commence à avoir tout un travail justement de scientifiques femmes qui disent on va vous parler de nos prédécessrices justement pour que vous sachiez qu'elles ont existé. Mais bon. Oui, mais la dimension
communicant reste encore très fort hein, dans le milieu scientifique, hélas. Écoutez, c'est l'occasion encore une fois de vous remercier, de remercier nos deux intervenants qui ont été, vous l'avez vu, passionnants, et de vous remercier vous pour vos questions et pour votre attention, et de vous souhaiter un bon appétit, puisque maintenant on passe à une partie tout à fait intéressante du débat qui est le repas.